Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce samedi 14 octobre pour votre journal. Nous débuterons cette édition par un chapitre sur la direction de l'aménagement urbain qui organise le week-end de nature et qui a depuis quelques jours un nouveau directeur. Thierry Francard sera notre premier invité. Nous ferons un tour à la fête de la science avant d'ouvrir une page sport entre déception de la Roca Team et joie de Victor Langelotti sur le Tour de Turquie. L'économiste Daniel Boeri nous parlera du développement de l'Inde, désormais le pays le plus peuplé du monde. Puis nous reviendrons à Monaco, au Grimaldi Forum précisément, avec le spectacle West Side Story. Et puis nous terminerons ce journal avec votre chronique de notre correspondante à New York. Alexandra Pani s'est intéressée de très près à nos microbiotes. On démarre ce journal par une bouffée d'air. Pour la troisième année consécutive, le week-end de nature est organisé par la section jardin de la direction de l'aménagement urbain. Cette année, l'ensemble de l'événement se déroule uniquement à la pépinière de Saint-Laurent-d'Aise. Justin Hadel et Lionel Bernardi étaient présents pour l'ouverture des portes. Venez voir, en même temps vous allez voir les activités. Dès 10 h, les visiteurs sont déjà présents. Par petits groupes, ils progressent dans les différentes serres composant la pépinière. Ici, plusieurs centaines d'espèces sont entretenues pour plusieurs milliers de plantes. L'opportunité donc pour les participants d'en apprendre plus à travers de multiples activités. Il va y avoir environ une dizaine d'ateliers différents. Alors la première, c'est la visite de la pépinière, le fonctionnement. Tout ce qui touche à la gestion climatique, on va s'adapter à chaque groupe en fonction des demandes. Donc il y en a qui sont plus orientés sur cette gestion-là, d'autres ça sera sur la production de plantes, d'autres sur les exigences qu'elles peuvent avoir. On s'adapte en fonction des groupes et des demandes. Suite à ça, on va faire rentrer les gens dans la chaîne de production. Donc on a une grosse machine à rempoter et les gens vont pouvoir intégrer la chaîne de production, rentrer, prendre la plante, rempoter la plante et ils partiront avec. Partir avec des plantes, certes, mais aussi un savoir-faire. Le but de ce week-end est de transmettre des connaissances tout en permettant aux curieux de mettre la main à la pâte. Allez, c'est tout simple. On remplit le pot avec la terre, évidemment. Ah, vous aussi? Vous ne l'avez pas dit, vous? On prend sa petite plante, un petit radier. C'est super, là on est avec la famille, on est avec des enfants et c'est vrai que tout le monde a pu planter ces quelques plantes et apprendre pas mal de choses également. C'est très agréable, écoutez, on visite la pépinière aujourd'hui par petits groupes. Donc là on a visité une première serre qui accueille différentes plantes de différents types, donc on nous a expliqué comment elles fonctionnaient, comment ils les arrosaient, comment ils les faisaient pousser et puis après dans quels endroits de la principauté elles allaient. Donc non, c'est très agréable de découvrir le travail comme ça des jardiniers de la principauté. Oui. C'est vraiment très très beau et très, très éducatif. On a fait une fusée de la verveine imprégnée et on a ajouté après du thym. Si vous aussi vous vous laissez tenter pour une immersion verte, n'ayez crainte. Demain, les équipes vous attendront de 10 h à 17 h pour la deuxième et dernière journée de l'édition. En plein week-end de nature, nous recevons ce soir le nouveau directeur de l'aménagement urbain pour nous parler de ses nouvelles fonctions. Bonsoir Thierry Francard. Bonsoir. Commençons par une petite présentation. Vous avez été responsable des projets de la Compagnie des autobus de Monaco, puis directeur de la Société monégasque d'assainissement. C'est une suite logique finalement de vous voir aujourd'hui à la tête de l'ADO, mais est-ce que c'était une réelle ambition pour vous ? En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Le souci du service public, forcément, tend ces fonctions-là. Ça s'est présenté au fur et à mesure. Et donc, effectivement, comme vous dites, ça peut être vu comme une suite logique parce qu'on répond à toutes les activités qui participent au cadre de vie des résidents. Mais il ne faut pas y voir un chemin tracé ou une ambition. J'imagine quand même que vos précédentes expériences seront précieuses pour votre nouveau poste avec des problématiques que vous connaissez déjà sur le bout des doigts. Alors, on en découvre au fur et à mesure, évidemment. Ce serait prétentieux de dire le contraire, mais en tout cas, les différents postes précédents ont permis déjà de connaître un peu plus finement le tissu de Monaco, de voir un petit peu l'envers du décor au fur et à mesure. Il y a une partie très visible dans toutes ces activités et il y a une partie beaucoup moins visible de préparation, beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et ça permet d'arriver à plus facilement coordonner les efforts de tous les services qui participent au résultat. Alors quelles vont être vos priorités en termes de projets au sein de l'ADO ? Il y a pas mal de projets. Dans
l'organisation du service, tout d'abord l'ADO c'est une direction qui est très diverse, qui intervient dans beaucoup d'aspects du cadre de vie, dans beaucoup de problématiques qui touchent la vie courante, dans des domaines techniques très variés. Les services ont des compétences poussées dans pas mal de secteurs. Je peux citer au hasard dans les différents services, on a la voirie, on a la section jardin, on a l'assainissement, on a le contrôle des concessions, on a le CIGM. Et toutes ces sections-là ont des tâches particulières, alors parfois des tâches évidentes qui sont visibles, parfois des tâches qui sont beaucoup moins évidentes mais qui participent également à l'ensemble. Il y a évidemment une relation, une connexion entre tous ces services pour des projets mutualisés. Et donc chacun participe. Après, il est vrai qu'il y a des projets qui seront plus visibles de la population. Je peux citer le projet qui vise à renaturer la ville, donc qui vise à amener un concept, une approche bien plus pénétrante des espaces verts dans la ville. Aujourd'hui, on a énormément d'activités là-dessus. On participe à l'entretien des espaces publics verts, des jardins, mais aussi on a toute une partie surveillance, comme dans les autres domaines de l'ensemble du territoire. Et dans ce cadre-là, on est amené à participer à l'élaboration d'un programme plus complet avec un cheminement, avec une approche qui est plus globale pour l'ensemble de la principauté. Alors ça tombe plus ou moins bien, vous me parlez du projet de renaturer la principauté. Votre première manifestation à la tête de l'ADO, c'est ce week-end, le week-end nature, organisé ces samedis et dimanches. Parlez-nous de cette initiative pédagogique qui a connu un joli succès sur les 2 premières éditions. Alors effectivement, c'est mon premier événement, mais c'est déjà la 3e édition, vous l'avez dit. Donc effectivement, cette année, ça se passe au Cerf de Saint-Laurent-d'Aise, donc 14 dimanche 15, de 10h à 17h. Il y a un très beau programme. Vous l'avez dit également, c'est une initiative donc, de la section jardin qui propose à la fois la découverte des cerfs et au passage les cerfs de Saint-Laurent-d'Aise sont un formidable outil d'un niveau professionnel qui nous permet de remplir nos différentes missions en principauté, donc de décoration, de participation évidemment à l'aménagement des espaces verts, mais aussi aux événements auxquels on participe. Il y a des ateliers, donc chacun pourra exercer ses talents manuels dans le cadre de plantation et autres activités, et puis des animations pour découvrir, pour apprendre. Donc c'est vraiment une belle manifestation et j'invite tout le monde à venir en famille. Il y aura également un food truck sur place, donc n'hésitez pas, ce week-end c'est vraiment the place to be. Et finalement, l'intérêt de ce genre de manifestation, c'est on va dire tout l'aspect pédagogique. Est-ce que vous, à la tête de l'ADO, vous allez multiplier ce genre de projet pour accompagner les Monégasques dans tous les changements que la principauté pourra subir? Alors évidemment, l'aspect pédagogique est fondamental. Vous citiez mon parcours précédent, la SMA fait partie également du périmètre de l'ADO dans le contrôle de cette concession. La SMA a un très beau programme pédagogique à travers les chargés de prévention recyclage, donc pour tout ce qui concerne la gestion des déchets. Il y a aussi évidemment des interventions qui peuvent être faites avec les écoles en concernant la nature. Alors il y a aussi, on est dans un espace où il y a beaucoup d'acteurs et on s'en félicite. Donc il y avait une activité pédagogique notamment sur les potagers qui avait été lancée par l'ADO. Elle est aujourd'hui portée par une autre association, mais le planning des activités culturelles évidemment est très important et toujours on a cet aspect pédagogique et à chaque fois on prépare le terrain, alors si je peux me permettre, on plante la graine pour les générations futures parce que c'est elles qui reprendront le flambeau et feront fructifier les enseignements d'aujourd'hui. La pédagogie au cœur des prochains projets de l'ADO. Merci Thierry Francard d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite beaucoup de réussite à votre nouveau poste et à bientôt. Merci beaucoup. Ce samedi, la science a été mise à l'honneur sur la place d'Armes. À l'occasion de la fête de la science, différentes activités ont été proposées pour les plus jeunes. Le tout dans l'objectif de les intéresser à cet univers, mais aussi de faire connaître les actions des différents organismes monégasques. Émilie Terrasson et Alban Jean-Jambre y étaient. Tu prends du réglisse, puis tu mets des cure-dents et puis tu mets 2 bonbons kawaii dessus. Et ça donne quoi? De l'ADN. De l'ADN avec des bonbons. C'est un des moyens pour les scientifiques de faire comprendre aux enfants ce qu'il se passe dans le corps humain. Toute la journée, différents ateliers de la fête de la science proposaient des animations pour la rendre accessible. Il y a un mot pour ça, c'est vulgariser. Vulgariser, c'est rendre un discours qui est complexe, hyper scientifique et dédié à un public spécialisé
à la population, le public en général. Donc on utilise au moins possible le jargon, le vocabulaire qu'on a tous les jours au laboratoire et on passe par des termes qui sont plus simples où on essaye de modéliser, de montrer aux enfants, nous ce qu'on étudie, ça va ressembler à ça par exemple. C'est les quelques ateliers que l'on fait aujourd'hui. Le centre scientifique de Monaco, le musée d'anthropologie préhistorique, la médiathèque et l'association monégasque pour la protection de la nature étaient présents. Pour chacun, c'est le moyen de montrer leurs travaux et l'importance des recherches réalisées dans la principauté. Nous, en tant qu'association, qui s'appelle l'Association monégasque pour la protection de la nature, on est gestionnaire des aires marines protégées et donc on est là pour promulguer les aires marines protégées dans Monaco. Il faut savoir qu'il y en a deux, le larvoto et les spélugues, et ils y sont depuis 1976 et 86. Donc il faut qu'on en parle, il faut expliquer et dire qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les aires marines protégées depuis quasiment 50 ans par rapport au suivi scientifique, à l'éducation et à la sensibilisation. C'est très important pour nous d'être là aujourd'hui pour expliquer aux petits et aux grands. Présents en nombre, les enfants ont ainsi pu en apprendre davantage sur les fonds marins, sur leur corps ou encore sur le mode de vie de leurs ancêtres préhistoriques. De quoi faire de cette fête de la science un véritable succès. Le succès, la Roca Team l'attend toujours en Euroleague. Battus à Valence la semaine dernière, les Monégasques se sont inclinés à domicile 59-83 contre Bologne hier soir. La plus grosse défaite de l'histoire à Gaston Médecin dans la plus grande compétition européenne. Le résumé de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion et Hugo Comasa. Pour les retrouvailles avec le public de Gaston Médecin en Euroleague, 5 mois après le match 5 de légende face au Maccabi Tel Aviv, la fête ne s'est pas passée comme prévu. La Roca Team, méconnaissable, a subi la plus lourde défaite de son histoire en Euroleague, à domicile, 83-59 face à la Virtus Bologne. Monaco a été dominé dans l'engagement, l'envie et l'intensité. Un indicateur, la bataille du rebond, perdu 46-35, avec 15 rebonds offensifs pris par les Italiens. Autant de munitions supplémentaires pour dégainer à 3 points, l'autre grosse différence de la soirée. La Roca Team termine le match avec un petit 4 sur 20 de longue distance. La Virtus inscrit, elle, 16 paniers à 3 points sur 31 tentatives. À la mi-temps, Monaco est derrière, 48-33. En début de troisième quart-temps, Donatas Motiejounas tente de sonner la révolte. 2 paniers, une faute offensive provoquée. Monaco revient à -10. Mais Bologne va reprendre le large avec un jeu collectif et une pluie de 3 points sur des tirs aussi bien contestés que grands ouverts. Lundberg, 14 points, Bellinelli, 13, Smith et Schengelia, 12. La Virtus est en confiance et inflige une petite claque aux Monégasques. 83-59, la Roca Team n'a toujours pas gagné en Euroleague. On va être attendu cette saison, donc tout le monde va vouloir jouer Monaco et gagner contre Monaco et donner le meilleur de lui-même contre Monaco. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en championnat, mais c'est ce qu'on voit du coup encore plus en Euroleague. Et là, c'est pas des tops équipes encore. Donc c'est ça, je dirais peut-être le plus inquiétant presque. Donc voilà, il faut tout de suite se remettre dedans en équipe et puis repartir de l'avant. C'est un peu la même histoire qu'à Valence. Je pense qu'on n'a pas été assez dans l'engagement, tout simplement. Et du coup, on les met en confiance. Et derrière ça, c'est compliqué de lutter contre une équipe qui est en confiance et nous qui ne le sommes pas. Donc voilà, il va falloir rectifier ça sur les prochains matchs très vite. Et Monaco devra montrer un autre visage dès dimanche en championnat face à Bourg-en-Bresse, puis à Belgrade mercredi prochain pour tenter de décrocher une première victoire en Europe. Monaco-Bourg-en-Bresse, c'est donc ce dimanche à 15h30 depuis la salle Gaston Médecin. Si en basket, c'était la soupe à la grimace, en cyclisme, Victor Langelotti était tout sourire hier sur le Tour de Turquie. Le monégasque de l'équipe Burgos BH s'est adjugé la 6e étape en patron. Il s'agit de sa 2e victoire sur le circuit professionnel après celle obtenue sur le Tour du Portugal 2022. Pour les amateurs de sport, ce week-end est forcément rythmé par les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Le 15 de France joue ce dimanche soir face à l'Afrique du Sud, tenant du titre. Et pour tous ceux qui préfèrent vivre les matchs en terrasse ou au comptoir d'un bar, sachez que 4 établissements retransmettent la rencontre à Monaco. Le Trinity Pub, le Slammers, le Ship & Castle, sans oublier le Gerrard's. Parlons économie à présent. Le 26 septembre dernier s'est tenue à Delhi en Inde une célébration des relations culturelles historiques indo-françaises. À cette occasion,
L'économiste monégasque Daniel Boeri était l'invité exceptionnel de l'université de Bashkara Sharia pour échanger avec les étudiants sur le thème « Une planète, une famille, un futur ». Daniel Boeri, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'invité d'honneur de l'Alliance française et de l'Université de Delhi pour exposer vos idées sur l'urgence du défi climatique et le bouleversement technologique de ces prochaines années. Pour vous, que représente l'Inde pour le futur de notre planète? D'une part, l'Inde, on peut estimer que assez vite, ils vont devenir la troisième puissance mondiale. Aujourd'hui, ils sont les premiers en termes de démographie, avec plus d'1,4 milliard personnes, mais aussi ils vont avancer leur économie et ils vont bientôt devenir troisième. Je n'ai pas la date exacte, mais le chemin est là. L'Inde va devenir la troisième puissance mondiale, en termes d'économie et de PIB. À partir de là, à quel moment pourrons-nous identifier l'Inde comme un pays développé et non plus en développement? Ce pays est déjà développé. Simplement, effectivement, le 1,4 milliard, ça entraîne des disparités, ça entraîne des inégalités, mais c'est compliqué parce qu'il y a le mélange du territoire, des régions, il y a le mélange des religions, il y a le mélange des castes, et donc tout ça fait que c'est un pays qui est extrêmement compliqué, et donc difficile à dire quand, mais ils y vont parce qu'ils commencent déjà à avoir la technologie. Vous l'avez dit, l'Inde a dépassé cette année la Chine en termes de démographie, c'est désormais le pays le plus peuplé. D'après les estimations, il y aurait jusqu'à 800 millions d'individus de classe moyenne d'ici 2030. Est-ce qu'en Inde, l'écologie est vraiment importante? Et de manière générale, pour les habitants des pays en développement, est-ce que l'écologie est une problématique qui peut entrer dans les réflexions du quotidien? Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la réponse et les attentes des étudiants. Là, je venais pour parler de mon livre au sens large, mais on a appuyé sur l'urgence écologique, parce qu'effectivement, c'était ce qui les préoccupait le plus, aussi bien dans la conférence de l'Alliance française que dans l'université, et encore, en plus, ma deuxième conférence à l'Alliance française, qui était plutôt un cours où il m'avait demandé d'intervenir, et les questions, c'était effectivement l'écologie et la technologie. Vraiment, il y a une attente des jeunes. En 2019, vous titrez « Le monde d'avant n'est plus » ou « 4 mutations et un enterrement » avec un point d'interrogation. Ce terme d'enterrement est pour le moins alarmiste. Quelles sont les idées principales qui ressortent de cette œuvre et que vous êtes allé exposer à l'université? Quand on était en Inde, là vraiment on s'aperçoit que l'écologie devient prioritaire et surtout, moi ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est en la comparant à ce que fait la France. Tout d'un coup, il apparaît la nécessité d'une solidarité mondiale qui va au-delà des aspects économiques ou des aspects sociaux ou politiques. L'écologie et le climat doivent devenir la priorité absolue du monde. Il y a une trentaine de pays qui n'ont pas les moyens de faire face. Il y a en plus de la problématique écologique une mutation technologique ces dernières années. Vous faites référence dans votre livre à une création destructrice. C'est là aussi un oxymore qui laisse songeur. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, d'où ChatGPT et les autres intelligences artificielles font état d'un risque de perte d'emploi de 300 millions. Et vous pensez bien que l'Inde, où on est en train de chercher de créer des emplois, les jeunes avaient vraiment peur de l'avenir. Donc il y a effectivement une prudence à avoir, et je dirais d'abord penser éducation. Car si on continue à faire de l'éducation traditionnelle, mais on doit passer au concept d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, ça veut dire que on va se servir de ChatGPT pour aller plus vite, mais aussi on va lui poser les questions telles qu'on en a besoin. On doit maîtriser l'outil et non pas que l'outil nous domine. C'est le risque. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Boeri
pour tous vos éclairages et pour avoir accordé un petit peu de temps à Monaco Info. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci bien, à bientôt. En bref, le théâtre Princesse Grace proposait ce vendredi soir la représentation Nous y voilà, interprétée notamment par Philippe Torreton, qui était notre invité du journal hier. Je vous propose d'en regarder quelques extraits. La tombe de ses aïeux et le patrimoine de ses enfants tombent dans l'oubli. Il traite sa mère la terre et son frère le ciel comme des choses à acheter, piller, vendre, comme des moutons. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde. Je suis le scintillement de la neige croûtée. Je suis la large traînée de la lune sur le lac. Je suis une flamme de 4 couleurs. Je suis un cerf qui s'éloigne au crépuscule. Je suis un champ de sumac et la crème blanche. Si vous avez manqué l'entretien avec Philippe Torreton dans le journal d'hier, sachez que l'interview est disponible sur la page YouTube de Monaco Info. De la poésie, passons à Broadway. À l'affiche du Grimaldi Forum, l'une des plus grandes comédies musicales au monde, West Side Story. Une version revisitée mais qui reste fidèle à la création de Leonard Bernstein et Jérôme Robbins de 1957. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. Des airs connus de tous, des chorégraphies emblématiques et une histoire culte. West Side Story reste un classique, un chef-d'œuvre du spectacle vivant produit de nombreuses fois sur les planches comme au cinéma dernièrement. L'histoire raconte la rivalité entre les Jets et les Sharks et l'histoire d'amour de Tony et Maria jugée impossible dans cette guerre des gangs. Une relecture moderne de Roméo et Juliette que fait vivre avec rythme la troupe sur scène. It's, I mean, some of the most iconic and memorable and lyrical music. I love to sing Maria every night. It's one of the most beautiful songs ever written, in my opinion, and getting to sing it is such a privilege and such an honor. But there's so much for everyone. The dancing is so extraordinary, and we had such brilliant costume designers, and you know, our director, our choreographer, our lighting designer, our set designer, they've all worked on Broadway or West End. So we had a dream team really put together this production of the show. Cette nouvelle version de West Side Story proposée par Lonnie Price rassemble une trentaine d'interprètes. Les costumes, les tableaux et la scénographie nous emmènent en plein cœur de New York, dans une Amérique des années 50 sur fond de rivalité ethnique et de violences urbaines. L'œuvre de Leonard Bernstein et Jérôme Robbins a beau avoir plus de 60 ans, le sujet reste d'actualité. Anita is the same story as my abuela. My abuela is a Puerto Rican Sicilian American who was born and raised in New York and was deemed not Italian enough to marry the love of her life because the Puerto Rican blood in her made her bad or dirty. And so Anita is striving for that. I love America. I want to be here. This is a good place. And then in Act 2, it all falls apart, just like my family's story. These issues that are talked about on the show, unfortunately, have always existed, and they still exist to this day. I think we see it in many different, you know, shapes and forms. But that's one of the reasons why it's so relatable for people. Longuement applaudi, le West Side Story de Lonnie Price aura conquis le cœur des spectateurs. Preuve à quel point cette œuvre est unique et intemporelle. Et sachez qu'une représentation de West Side Story est encore prévue ce dimanche à 15h30 au Grimaldi Forum. Non loin de Broadway, retrouvons à présent notre correspondante à New York, Alexandra Pani. Une conférence était récemment organisée à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies
autour de la sauvegarde de notre microbiote, un thème aussi méconnu que passionnant. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous, nous allons aborder un sujet qui peut surprendre mais qui prend de plus en plus d'ampleur. L'on parle souvent de notre intestin comme de notre second cerveau. Il a un rôle primordial sur notre digestion mais aussi plus global sur notre santé. C'est ce que je vous invite à découvrir dans notre reportage de cette semaine. On regarde. Réactif au stress, miroir de nos émotions ou régulateur de notre digestion, notre microbiote intestinal est complexe. La preuve du rôle majeur des intestins sur le fonctionnement de notre organisme n'est plus à prouver. Mais depuis quelques années, des scientifiques se penchent sur une nouvelle approche de celui qu'on appelle le second cerveau et les répercussions du changement de notre microbiote sur l'apparition de certaines maladies. As scientists, we know that most of the microbes in the world are neutral. And many of them are beneficial. So we've been focusing too much on eliminating the bad ones and not enough on building up the good ones. And sometimes when we try to eliminate the bad ones, let's say with antibiotics, we're actually harming the good ones. We are actually in the early stages. The biggest fruit will come in 10 years, in 20 years, in 50 years. It's just a new understanding. But already there has been progress. There's a disease of the intestine that can be now treated because of microbiome research. The treatments involve certain cultures of bacteria or, more crudely, a transplantation of fecal material cures people, which is an amazing idea. So these are some examples, but it's a very broad frontier, and many different approaches are being tried. De nombreuses pistes sont encore à explorer, mais la préservation de notre microbiote est primordiale. C'est là tout l'enjeu du documentaire The Invisible Extinction. Et pour nous aider dans cette quête, notre alimentation est l'une des clés essentielles. Cheval de bataille à présent de ce chef qui a travaillé auparavant dans plusieurs hauts lieux de la gastronomie en Europe, dont le restaurant espagnol triplement étoilé El Bulli. Son objectif aujourd'hui, mettre à profit son savoir-faire dans une cuisine bénéfique pour notre microbiome. I always say, eat food, mostly plants, and not too much. I know how to feed the microbes, which they are your best friends in your body, and also repopulate the microbiome with good food and fermented food as well. Yeah, we use all preservation process. We don't use any additive in my food, and I bring the fine dining, the haute cuisine, to the health environment. Yeah. Se nourrir sainement, privilégier des aliments non modifiés et sans additifs, un retour à l'essentiel que prenaient déjà nos grands-parents. Nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant cela, écoutez le point météo de Justin Hadel avec, je crois, l'arrivée de quelques nuages en principauté. Bonsoir Justin. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez raison, cette fin de semaine sera marquée par une légère baisse des températures. 17 à 23 degrés sont attendus, des températures qui devraient encore baisser durant la semaine prochaine avec un temps relativement couvert, voire pluvieux. Mais pour demain, le soleil sera encore au rendez-vous avec quelques passages nuageux. Et si l'envie vous prend d'aller vous baigner, profitez-en. La température de l'eau est toujours d'environ 23 degrés, une température élevée pour la mi-octobre. Demain, le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 18h49. En ce 15 octobre, nous fêterons les Aurélie, mais pas que. Ce sera aussi la fête des Thérèse, Tara, Tessa et Teresa. Et le 15 octobre, c'est aussi la Sainte Thérèse d'Avila, sainte patronne de l'Espagne. C'est une des religieuses les plus influentes de l'histoire grâce à ses nombreux ouvrages qui inspirent encore aujourd'hui bon nombre d'auteurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Ce dimanche, je vous donne rendez-vous à 18h30 pour vos dernières actualités du week-end. Les photos de fin de JT sont signées Manuel Vitali. Il revient en images sur la salle Gaston Médecin qui était en fête à l'occasion du retour de l'Euroleague à Monaco. Bonne soirée et à demain.